Cap sur l'édition de l'information de ce mercredi sur A12, voici les titres de ce journal. 268 morts, c'est le bilan provisoire du violent tremblement de terre qui a secoué ce lundi l'île de Java en Indonésie. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 150 personnes toujours portées disparues. Au Tchad, des attaques djihadistes sur des positions de l'armée dans la région du lac Tchad ont fait une dizaine de morts, ce malgré la présence renforcée de l'armée tchadienne dans la zone. Et le mondial qui passionne les populations en Égypte, les pharaons ne sont certes pas au rendez-vous au Qatar, mais l'événement y est suivi avec beaucoup d'intérêt. En Indonésie, le bilan du séisme qui a frappé lundi l'île de Java ne cesse de s'alourdir. Déjà hier mardi, les derniers chiffres avancés par les autorités étaient de 268 morts. 150 personnes sont toujours portées disparues. C'est une course contre la montre pour retrouver les blessés. De nombreux secouristes volontaires ont été déployés pour rechercher d'éventuels survivants dans les décombres après le puissant séisme qui a dévasté une partie de l'île de Java en Indonésie. Parmi les personnes toujours portées disparues, des dizaines d'enfants. Au moins 80 écoles ont été endommagées ou détruites alors que les élèves étaient en classe. Trop souvent, la recherche de leurs enfants par les parents se termine par un déchirement. Alors que la priorité est de retrouver ceux qui sont encore pris au piège, les besoins des survivants augmentent. De la nourriture, de l'eau et des abris temporaires, mais également des médicaments et des kits d'hygiène distribués par les organisations humanitaires. Le dernier bilan fait état d'au moins 268 morts, 150 personnes sont toujours portées disparues. Mais le nombre exact de victimes est encore incertain alors que les opérations de sauvetage se poursuivent et que des glissements de terrain bloquent les routes vers les zones les plus reculées. Après les menaces du président turc Recep Tayyip Erdogan d'engager une opération terrestre contre les combattants kurdes dans le nord de la Syrie, l'aviation turque a frappé hier mardi plusieurs objectifs militaires en territoire syrien. Washington et Moscou appellent à la retenue. Les miliciens pro-turcs se préparent à une nouvelle action militaire après qu'Ankara a indiqué qu'il pourrait bientôt lancer une offensive terrestre contre les forces kurdes en Syrie. Dans une allocution devant ses partisans, le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué qu'il était sur le point d'ordonner à son armée de traverser la frontière pour donner suite aux frappes aériennes du week-end dernier. Nous avons pris le dessus sur les terroristes depuis quelques jours, avec nos avions, nos canons et nos drones. Si Dieu le veut, nous les extirperons tous bientôt avec nos chars, notre artillerie et nos soldats. Les frappes aériennes de dimanche contre les positions kurdes font suite à l'attentat à la bombe meurtrier de la semaine dernière à Istanbul que la Turquie attribue aux militants du PKK et des YPG. La Russie, qui dispose de troupes en Syrie pour soutenir le régime du président Assad, a appelé à la retenue. Nous appelons toujours toutes les parties à s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient conduire à une grave déstabilisation de la situation. En général, cela peut avoir un effet boomerang et compliquer davantage la situation sécuritaire. Les États-Unis, qui soutiennent les combattants kurdes dans leur combat contre l'État islamique, ont également exhorté la Turquie à ne pas lancer d'offensive terrestre. Plus de 40 personnes sont mortes dans les frappes aériennes de dimanche, y compris des civils. Le principal monastère de l'église orthodoxe à Kiev en Ukraine a fait l'objet d'une opération de perquisition la semaine dernière par les services de sécurité ukrainiens. Le monastère est en effet soupçonné de liens présumés avec la Russie en guerre d'invasion contre l'Ukraine depuis le 24 février dernier. Des détails dans ce reportage d'Euronews. Les lieux sacrés ne sont pas épargnés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À Kiev, le principal monastère de l'église orthodoxe dans le pays a été perquisitionné par les services de sécurité ukrainiens en raison de soupçons de liens avec Moscou. Contrôle d'identité, fouilles, mardi les fidèles ont dû montrer patte blanche pour aller prier. Le Kremlin dénonce un acte d'intimidation envers les croyants. La partie ukrainienne est en guerre depuis longtemps avec l'église orthodoxe, a réagi Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. Il évoque un maillon de la chaîne de l'action militaire menée par Kiev contre l'orthodoxie russe.
военных действий против русского православия. Des opérations similaires ont eu lieu dans 2 autres monastères et un diocèse du nord-ouest du pays. C'est un véritable coup dur pour l'armée tchadienne. La présidence a annoncé ce dimanche la mort d'une dizaine d'éléments des forces armées dans la localité de Ngouboua, dans la région du lac Tchad. Ces soldats auraient été abattus mardi par des djihadistes. Une dizaine de militaires tchadiens ont été tués mardi dans l'attaque de leur poste par des djihadistes près de Ngouboua, dans la région du lac Tchad, dans l'ouest du pays. C'est la présidence tchadienne qui a annoncé l'information. Son communiqué fait état des blessés. Des militaires tchadiens essentiellement, sans toutefois en préciser le nombre. L'attaque a été perpétrée dans une zone où Boko Haram et sa branche dissidente État islamique en Afrique de l'Ouest mènent régulièrement aussi des exactions contre les forces armées et les civils du Cameroun, du Niger et du Nigeria. Pourtant, il y a 10 jours, lors d'un déplacement dans la région, le général Mahamat Idriss Déby Itno avait tenté de minimiser la capacité des djihadistes à s'attaquer aux forces armées dans la région. Le lac Tchad est un vaste étendue d'eau et de marécages parsemé de centaines d'îlots dont certains servent de repères aux djihadistes de Boko Haram. En février de cette année, 5 soldats tchadiens avaient été tués par des djihadistes dans la même région. Et au Burkina, de nouvelles attaques djihadistes ont ciblé lundi des positions de l'armée faisant 14 morts, dont 8 éléments des forces de défense et de sécurité et 6 civils. Des attaques distinctes dont l'une a eu lieu dans le village de Safi, dans la commune de Bouala, près de Kaya, dans le centre-nord du pays, et l'autre près de Marcoye, dans la province de Loudalan, au nord-est. Comme nous l'indiquions déjà dans notre édition d'hier, le ton est monté ce week-end entre Paris et Bamako. La junte malienne a annoncé l'interdiction pour les ONG financées par la France d'exercer sur le territoire malien. Bamako justifie sa décision par sa volonté d'éviter la déstabilisation et la déshumanisation du Mali. Plus de détails dans cet élément. La junte malienne a annoncé lundi l'interdiction des activités de toutes les organisations non gouvernementales financées ou soutenues par la France, y compris celles opérant dans le domaine humanitaire. Le colonel Abdoulaye Maïga a annoncé sa décision dans un communiqué largement diffusé sur les réseaux sociaux et les télévisions locales. En conséquence, le gouvernement de la transition décide d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Cette décision concerne de nombreuses ONG auxquelles la France continue à apporter son soutien en dépit de la dégradation des relations entre les deux pays depuis plus d'1 an. Le colonel Maïga dénonce un subterfuge destiné à déstabiliser et isoler le Mali. En application de ces principes, cette décision de la France, prise depuis février 2022, ne suscite aucun regret, d'autant plus qu'elle contribue à la restauration de notre dignité, bafouée par une junte française spécialisée d'une part dans l'octroi d'aides déshumanisantes pour notre peuple et utilisée comme moyen de chantage des gouvernants, et d'autre part dans le soutien actif aux groupes armés terroristes opérant sur le territoire malien. Depuis mai 2021 et un second coup d'État confortant leur emprise, les colonels se sont détournés de la France, poussés vers la sortie, et dont les derniers soldats ont quitté le pays en août après 9 ans d'engagement contre les djihadistes aux côtés de l'armée malienne. Les colonels se sont tournés militairement et diplomatiquement vers Moscou. Direction la Tunisie où l'avenir de la langue française semble en péril. Certes, le pays vient d'abriter le Djerba, le 18e sommet de la francophonie. Les différents États membres de l'organisation ayant réitéré leur volonté de repositionner la langue française dans l'espace francophone. Pourtant, sur le terrain, le constat est tout autre. Les jeunes affichent un intérêt croissant pour l'anglais, jugé plus opportun pour les débouchés de carrière à l'international. Au Club Mortimer à Tunis, une franchise internationale, les enfants tunisiens font de l'anglais en jouant. Nesrine a inscrit son fils Aziz, âgé de 7 ans.
Dans son école, il y a l'anglais, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'on voulait booster cette partie-là et ces heures-là avec un autre club. En Tunisie, même si le français reste la seconde langue, le besoin d'apprendre l'anglais a pris de l'importance ces dernières années. Ce qui fait intensifier le besoin de l'apprentissage de l'anglais, forcément, c'est l'ouverture, les réseaux sociaux, les séries, les productions américaines. Aujourd'hui, l'anglais devient indispensable. Les étudiants veulent savoir parler en anglais pour décrocher des opportunités professionnelles à l'étranger. Comme dans ce centre qui forme des jeunes au métier du digital. Quand on parle de développement web ou bien de digital marketing, ils sont basés sur l'anglais. Quand il y a des mots techniques en anglais, on ne peut pas les traduire en français. Ce cursus, spécialisé sur les métiers d'avenir, assure un taux d'insertion sur le marché de l'emploi à 60% de ses étudiants. Yasmine est instagrammeuse, ses contenus sont en partie en anglais, par choix. Ça me permet d'atteindre une audience plus large. D'ailleurs, j'ai une audience de l'Algérie, du Maroc, de la France. Et je pense que l'anglais, c'est la langue qui parle à tout le monde. Pour atteindre d'autres marchés touristiques, ce guide polyglotte a également décidé de faire des visites immersives de sites archéologiques tunisiens en anglais. How big this basilica is. Tout ça, c'est en anglais, parfaitement en anglais, beaucoup plus que d'autres langues, parce qu'il se trouve que le monde anglophone, c'est ce qui marche le mieux dans les médias. Un atout d'autant plus important que la Tunisie veut reconquérir le marché touristique britannique, en berne depuis la pandémie et la faillite du tour opérateur Thomas Cook. Dès demain mardi, et cela pour 48 heures, les ministres européens de l'économie seront réunis à Paris pour discuter de l'augmentation du budget de l'Agence spatiale européenne pour les prochaines années. Il s'agit pour l'Union européenne de revoir à la hausse ses ambitions spatiales face à la montée en puissance des États-Unis, de la Russie et même de l'Inde. Vers l'infini et au-delà. L'Agence spatiale européenne souhaite accélérer ses futurs investissements pour maintenir un rang international fragilisé par l'invasion russe de l'Ukraine et la féroce compétition sur le marché des lancements. Et pour cela, elle souhaite une contribution de 18,7 millions d'euros de la part de ses États membres pour garantir notamment le financement des opérations Ariane 6 et Vega C, des lancements supervisés par Berlin, Rome et Paris. L'accord que nous venons de signer avec l'Allemagne et l'Italie est le meilleur point de départ que nous puissions avoir pour cette réunion, a déclaré Bruno Le Maire lors de la conférence des pays membres de l'ESA. Dans ce texte, nous avons les éléments clés sur lesquels nous avons trouvé un accord après de longues négociations entre Berlin, Paris et Rome. Dans un contexte d'inflation et de guerre en Ukraine, le pari n'est pas gagné. Et pourtant, l'enjeu est stratégique car il s'agit pour l'Europe de rester dans la course au niveau mondial alors que les Américains ambitionnent de retourner sur la Lune et lancent des satellites en série via SpaceX. Les Chinois travaillent quant à eux à leur propre station spatiale et les Indiens ont aussi de grandes ambitions dans la compétition mondiale vers l'espace. Parlons de sport à présent et naturellement on part au Qatar où se déroule la 22e édition de la Coupe du Monde de football. Ce fut la très grosse surprise de la journée de ce mardi. L'Arabie Saoudite menée par l'inoxydable sélectionneur français Hervé Renard a créé la surprise en battant l'Argentine 2-1. Personne ne s'y attendait, même pas les supporters des deux équipes. Suivez les réactions dans cet élément. Tous les Saoudiens aujourd'hui sont très heureux. C'est un jour historique pour le pays. On n'oubliera pas ce jour. C'est un rêve devenu réalité. Quand on est venu au stade, on s'attendait à perdre 1 ou 2-0. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais on ne peut pas se fier au football. Quand on vient au stade, tout peut arriver. On attend mieux de la sélection. On est venu avec l'envie de gagner. C'est vraiment un mauvais résultat pour nous. Mais bon, nous espérons que l'équipe va se reprendre pour les prochains matchs. Contre le Mexique, puis contre la Pologne. Et qu'on va se qualifier pour les huitièmes de finale. Un champion reste toujours un champion, dit l'adage. Hier, le coq-bu a chanté 4 fois face à l'Australie lors de sa première sortie dans cette compétition. Olivier Giroud a réalisé un doublé, ce qui le fait entrer dans l'histoire du football français comme co-meilleur buteur avec Thierry Henry avec 51 réalisations sous le maillot tricolore. Mohamed Salah et ses coéquipiers n'y sont pas, mais leur absence au Qatar pour le Mondial 2022 semble loin de susciter le désintérêt des fans du foot en Égypte. Nombreux sont ceux qui rêvent de voir l'émirat qatari réussir l'organisation de la compétition. Africa News nous en parle dans ce reportage.
Alors que la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar a débuté, en Égypte, les fans de la discipline sont fiers que la compétition se déroule dans un pays arabe. Excités, ils assurent qu'ils ne perdront pas une miette de l'événement malgré la déception face à la non-qualification de l'équipe nationale égyptienne. Cette Coupe du Monde est une grande affaire pour nous tous, les Arabes. C'est un honneur pour toute la région d'accueillir la Coupe du Monde. Nous voulons tous voir une organisation exceptionnelle et une présentation respectable de ce que nous pouvons faire. Ce sera une compétition forte et passionnante. S'ils n'ont pas tous accès à la télévision par câble, de nombreux Égyptiens se rassembleront jour après jour autour des écrans géants installés pour retransmettre le tournoi dans les villes du pays. Je suis super excitée à l'idée de regarder la Coupe du Monde. Le football est mon hobby depuis tant d'années. Je n'ai jamais manqué une Coupe du Monde de la FIFA. Cela fait 4 ans que j'attends celle-ci. Elle se déroule au Qatar, ce qui me donne un sentiment différent. Et je suis triste que l'Égypte ne se soit pas qualifiée. C'est une compétition à laquelle j'aurais aimé voir mon pays participer. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 se déroulera du 20 novembre au 18 décembre au Qatar. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain jeudi pour un autre point de l'actualité sur A12. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.